Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre InTGView, l'interview exclusive ayant pour décor le TGV marocain, symbole du développement que connaît le royaume dans tous les domaines. Aujourd'hui, Al Bouraq va rouler à une cadence de culture et d'art. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau sur rail le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi. Avec cet artiste connu et reconnu qui a révolutionné la politique muséale au royaume, nous discuterons de la vision et des projets à venir de la Fondation, mais aussi de politique culturelle en général. Le train 10-17 à destination de Tangéville est paré pour le départ. À tout de suite. Sir Qotbi, avant de monter dans Al Bouraq, on aimerait vous poser une question sur justement l'initiative Train Art. Il a été lancé en 2021, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? D'abord, on a un rapport avec l'ONCF qui est un rapport vraiment d'encouragement de la part de l'ONCF et de soutien. Nous avons avec Sir Khalil établi ce que vous avez dit, Train Art, c'est-à-dire qu'avec un billet de train, vous pouvez aller rentrer dans des musées gratuitement. Et je peux vous dire que ça a été un succès considérable. Cet encouragement à l'art date depuis très longtemps. J'avais, dans une autre vie, travaillé avec l'ONCF sur la fête de la couleur. Et ils ont réservé une rame où ils avaient exposé des œuvres de jeunes, aller et retour Rabat-Casa. Et ça a eu un succès aussi considérable. Je veux dire que le train est un lien. Et ce lien aussi, l'art est un lien entre les uns et les autres. Et je pense réellement qu'il y a une complémentarité entre le train et entre l'expression artistique. On vous laisse vous installer et vous équiper sur notre studio sur rail. Merci beaucoup. Sir Qotbi, ça fait plus de 13 ans que vous êtes président de la Fondation nationale des musées, une période où la politique muséale du Maroc a été quasiment révolutionnée. On voudrait savoir quels sont les aspects les plus marquants de cette transformation qu'on a connue dans ce domaine. D'abord, je voudrais, si vous me le permettez, rendre, et il n'y a pas que moi, c'est tous les Marocains qui rendent hommage à Sa Majesté le Roi, pour cette vision qui la passe sur le plan d'abord culturel, mais sur tous les plans, et qui a fait que le Maroc aujourd'hui soit cité en exemple dans le domaine muséal. Les faits marquants, c'est d'abord cette décision de Sa Majesté le Roi de créer la Fondation nationale des musées totalement autonome. Il y a une liberté d'initiative. Et cette liberté d'initiative que nous avons, que la loi nous a donnée aussi, nous permet de travailler avec beaucoup de confiance et surtout de nous faire travailler dans un esprit constructif. Et cet esprit constructif a donné des événements considérables. Je voudrais bien démarrer par ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, la démocratisation de la culture, l'accès de tous les Marocains à la culture. Ces initiatives sont censées un peu rapprocher justement l'art des Marocains, comme vous le dites, mais est-ce que cette dynamique, on la ressent sur la fréquentation des musées? Je vous donne un seul musée aujourd'hui, qui est le musée Dar el-Bacha à Marrakech. En une journée, on est arrivé à 1500 visiteurs. Et bien, je voudrais globalement vous dire que le chiffre que la Fondation nationale des musées, aujourd'hui, assume 30%, donc c'est récent, 30% de ses dépenses par les entrées. Donc c'est un signe très fort. On poussait un peu à la démocratisation par la gratuité le vendredi à tous les Marocains. D'accord. Et tous les étrangers qui habitent au Maroc qui ont une carte de séjour ont la gratuité le vendredi. Et vous avez normalement, quand vous présentez votre carte d'étudiant, tous les musées vous sont ouverts. Alors, un des musées les plus emblématiques du royaume est évidemment le musée Mohamed VI, qui a soufflé sa 10e bougie. Cette institution, ses choix, on va dire, artistiques, comment elle est faite, quelle est la diversité de ses collections, comment elle positionne aussi le Maroc sur cette scène internationale et peut-être africaine en particulier? C'est le bateau amiral. L'inauguration par Sa Majesté le Roi du musée Mohamed VI a donné l'élan après pour tous les autres musées. C'est pour ça que les actions de la Fondation, le travail de la Fondation, les expositions n'ont démarré réellement que depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous commençons à avoir une véritable programmation. Et puis, on a aussi, nous-mêmes, nous avons des suggestions à faire à nos amis à l'étranger.
Voilà, pour dire un peu, voilà, il y a par exemple Picasso, je suis allé voir l'ancien président du musée Picasso, je lui dis, je rêverais de faire Picasso et que ça soit à la portée de chaque Marocain et surtout à tous les Africains, parce que n'oubliez pas que c'est la première exposition qui a eu lieu sur Picasso sur le continent, aussi grande et aussi importante. Et vous savez, et tous les Marocains de tous les coins du royaume sont venus. Avant de poursuivre justement pour parler de ce musée, on aimerait ouvrir une petite parenthèse pour en savoir davantage sur Mehdi Qotbi. On vous a préparé une petite surprise, c'est notre rubrique qu'on appelle « Qui êtes-vous » Qotbi, Mehdi Qotbi. Qotbi l'artiste, Qotbi le charmeur, Qotbi le lobbyiste. Mais surtout, Mehdi Qotbi qui reste égal à lui-même, malgré son statut de haut commis et sa réputation d'homme d'influence. Qotbi, c'est une palette de vie où l'espoir est en couleur. Ouais, je suis l'espoir personnifié. Mais bien loin des milieux sélects, au quartier populaire de Taqadou Maraba, Mehdi a cultivé un grand sens de débrouillardise. L'audace chez lui est un instinct de survie. À l'âge de 12 ans, il toque à la porte de Mahjoubi Ahardan, alors ministre de la Défense, pour lui demander d'intégrer l'école militaire de Kenitra. Vœu exaucé. Dans cet établissement, Mehdi comprend qu'il n'est pas fait pour la vie militaire, mais se découvre un réel talent et une vocation certaine pour le dessin. Une conviction renforcée avec une rencontre avec le grand maître Jilali Gharbaoui. Gharbaoui, je suis allé le trouver comme ça. Et je lui dis, je suis peintre. Et là, il m'a dit, mais amène-moi ce que tu as fait. Et le lendemain, je le retrouve. Il était avec 2 avocats. Il leur a dit, achetez ces peintures. Ils me les ont payées 20 dirhams chacun. Ces 20 dirhams m'ont permis d'acheter tubes de peinture et pinceaux. Et ça a changé mon existence. À 17 ans, Qotbi met le cap sur la France. Il s'inscrit à l'école des beaux-arts de Toulouse pour en devenir un des plus jeunes lauréats. Son art éclate alors aux yeux du monde, séduit par ses toiles imprégnées de ses racines marocaines. Son inspiration puisée dans les sources vives de sa culture native permet à sa plume de capter une essence délicate, la calligraphie. Un conte comme le qualifient les spécialistes, qui y voient une source de valeur et d'émotion, tout comme le sont ses nombreux ouvrages. L'art Qotbi devient son passeport pour les cercles influents de la capitale française qu'il se met à fréquenter. À la fois intrigant et captivant, le tout Paris se demande qui est cet homme vif, comme un feu follet et au rire tonitruant. انت سي مهدي هذا هو المهدي القطبي اللي كنعرفه. هادي انا ضحك دايما. L'amour de son pays et la défense de ses intérêts sont aussi un leitmotiv pour Qotbi, qui déploie toute son énergie et ses talents de lobbyiste en faveur du royaume. Mais aussi son carnet d'adresses, où les têtes couronnées côtoient les stars du showbiz et des grands de ce monde. Il a été fondateur du premier cercle d'amitié franco-marocaine, dont les actions de diplomatie parallèles ne se comptent plus. L'homme est aussi bardé de distinctions, que ce soit des wissams marocains ou des décorations étrangères, sans parler des honneurs et de la reconnaissance que lui rend le monde des arts. Exemple, la rétrospective que consacre l'Institut du monde arabe à Paris à l'œuvre de ce graphomane inspiré. Sa richissime carrière et son expertise, Qotbi a décidé de les mettre au service du patrimoine culturel et de la valorisation de l'art marocain. Nommé en 2011 par le roi Mohamed VI, président de la Fondation nationale des musées du Maroc, il a révolutionné le paysage muséal du royaume. Car pour lui, une vie sans art et sans manière n'a pas de sens. Merci l'artiste. Oh, c'est pas mal du tout. Vous êtes un passionné des arts et des musées, mais on aimerait savoir, est-ce qu'il y a un artiste ou une période artistique qui vous inspire particulièrement et qui inspire votre travail à la Fondation? Il y a quelques années, on avait fait une grande exposition en collaboration avec le Centre Pompidou qui nous a prêté sa propre collection avec des Matisse, avec des grands noms de la peinture. Il y avait Miro, il y avait tous les grands noms. Et il y a eu une conférence qui a été donnée par le directeur du musée et qui disait que au moment de la guerre civile en Espagne, Picasso avait pris la responsabilité du musée du Prado et qui a pu sauver des chefs-d'œuvre de la guerre et des bombardements. Le parallèle, bien évidemment, est présomptueux. Je ne remercierai jamais assez Sa Majesté personnellement
de m'avoir donné et de m'avoir nommé président de la Fondation nationale des musées, car c'est un bonheur. Quand je ne suis pas devant ma toile et devant mon atelier, j'ai l'impression aussi, à ma façon de peindre, en montrant les œuvres des grands et des moins grands dans différents musées. Les musées aussi, ce n'est pas que la peinture, c'est aussi tout le patrimoine culturel marocain. Est-ce que vous pensez qu'il est assez valorisé, ce patrimoine culturel? Il faut bien savoir qu'on peut toujours améliorer ce qu'on a fait, incontestablement. Mais je pense qu'un grand pas, énorme pas, a été fait pour la préservation de notre patrimoine. On a commencé d'abord par essayer d'identifier tout ce que le Maroc a, c'est-à-dire dans les musées, ce qui appartient à l'État marocain. La deuxième chose, c'est qu'il y a une confiance extraordinaire de la population marocaine qui fait des dons, ce qui n'existait pas avant, parce qu'ils savent que ces œuvres ou ces donations qu'ils vont faire sont préservées et sont partagées avec les Marocains. Et chaque objet appartient à chaque Marocain. À chaque Marocain, il a un petit quelque chose dedans, dans chaque musée. Et la valorisation des artistes marocains, alors dans vos musées, c'est ouvert de plus en plus à des artistes contemporains? Écoutez, d'abord, nous avons toujours, quand même, la Fondation nationale a fait la première rétrospective de Charqaoui. Nous avons fait une rétrospective de Gharbaoui. Nous avons fait une rétrospective de Hassan El-Glaoui. Parmi encore des gens vivants, Fouad Blamine. Nous sommes constamment, et nous allons d'ailleurs dans quelques mois, nous allons pouvoir faire une exposition de notre collection inaugurale, mais avec la collection qui appartient maintenant au musée, alors qu'il y a 10 ans, on n'avait pas de collection, on n'avait rien. Nous sommes en train de longer les rives de Bourgreg, où on peut voir une infrastructure culturelle majeure qui est ce théâtre Mohamed VI inauguré récemment. Est-ce qu'on peut dire de manière générale que nous vivons aujourd'hui au Maroc une sorte d'effet rattrapage en termes d'ouverture de lieux de culture? Écoutez, moi je dirais qu'on est en train de vivre une véritable révolution culturelle exceptionnelle, due à cette volonté royale dont je ne soulignerai jamais assez l'importance, cette vision. Imaginez qu'il y a très peu de pays plus développés que les nôtres qui n'ont pas une institution qui gère les musées. Aujourd'hui, nous vivons un moment exceptionnel de notre histoire. Et je pense que réellement, ces expositions qu'on organise, ces concerts qui s'organisent, ces théâtres qui se construisent et qui sont construits, sont une façon d'ouvrir et de s'ouvrir. Alors Simedi, si vous permettez, on va ouvrir une autre parenthèse. Dans le domaine ferroviaire, on ne parle pas d'œuvres d'art, mais plutôt d'ouvrages d'art. Alors une petite question ferroviaire pour vous. Est-ce que vous connaissez le nombre d'ouvrages d'art qui ont été nécessaires pour cette ligne Tanger-Casablanca? Non, sincèrement. Alors on va vous la faire découvrir à travers cette petite capsule que nous avons préparée avec nos partenaires de l'ONCF. Conçue selon les standards techniques européens des lignes à grande vitesse, la LGV marocaine a nécessité la réalisation de 286 ouvrages courants ou hydrauliques, soit une moyenne de 1,36 ouvrages d'art au kilomètre. C'est que malgré la rareté des reliefs situés sur le tracé Tanger-Casablanca, la ligne traverse plusieurs zones inondables ou compressibles. Une douzaine de viaducs s'étalant sur 10 km linéaires ont été construits. Le plus spectaculaire parmi eux n'est autre que celui de Oued El-Hachf. Long de 3,5 km, cet ouvrage d'art est le plus long viaduc d'Afrique et le plus long viaduc au monde, circulable à 320 km par an. Sa construction a dû résoudre plusieurs contraintes techniques. Le terrain marécageux a nécessité le creusement de pieux profonds de 70 mètres pour assurer la stabilité du pont. L'existence d'une faille sismique a requis des amortisseurs sur les piles du viaduc et des vents violents fréquents atteignant 80 à 100 km/h sont surveillés par des capteurs. À lui seul, ce viaduc a nécessité un investissement de plus de 100 millions d'euros. Autres ouvrages d'art importants de la LGV, le viaduc du Locus, est lancé de 2,3 km et qui a nécessité 600 000 m3 de béton. On peut citer aussi le viaduc de Mhara, long de 650 mètres, et celui de Sbou de 250 mètres. Une bonne partie de ces travaux de génie civil industriel ont été réalisés par des entreprises marocaines. Elles ont trouvé dans le chantier LGV l'occasion d'acquérir un nouveau savoir-faire dans les projets ferroviaires, une expertise acquise
qu'elles auront sans doute l'occasion de mettre à nouveau au service de l'ONCF. Le projet d'extension de la LGV jusqu'à Marrakech est sur les rails. Les musées contribuent justement beaucoup à l'animation touristique. Comment justement développer davantage cela? Depuis la création de la Fondation nationale des musées, nous avons essayé d'avoir presque un musée par ville, si on arrive, bien évidemment. Ça va prendre du temps, bien évidemment. Mais une chose est essentielle, c'est la complémentarité des musées. Les musées s'appelaient tous soit musées archéologiques ou musées ethnographiques. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on leur donne une spécificité pour que chaque ville soit complémentaire de l'autre. Et on essaie aussi de faire en sorte que dans chaque ville, par exemple, on a aujourd'hui le musée national de la photographie à Rabat, on a le musée d'art moderne et contemporain, nous sommes en train de faire aujourd'hui la cité des cultures africaines, musée du continent. Rabat est le cœur même de la culture. C'est Ville Lumière, capitale de la culture, donc voulu par Sa Majesté. Et aujourd'hui, on est en train de... C'est impressionnant le nombre de touristes qui ne se déplacent que pour les expositions. Nous avons aujourd'hui une exposition qu'on avait développée avec les Hollandais sur Cobra, qui nous a permis aussi d'insérer une exposition sur Chaïbia et qui permet un dialogue et qui montre aussi qu'il y a eu des dialogues entre des artistes européens, occidentaux et marocains. Nous travaillons avec les Américains, c'est-à-dire que nos musées aujourd'hui rayonnent dans le monde. Rayonnent dans le monde et dans l'Afrique, mais en même temps on voit des manifestations, on va dire, culturelles africaines, pour ne parler que de l'art pictural, comme ce qui se passe à Marrakech avec l'exposition des galeries. Est-ce que ce n'est pas à la Fondation de contribuer à la création d'un marché de l'art quelque part? Je peux vous assurer, il y a des gens qui sont compétents pour cela. Vous avez aujourd'hui des galeries de très grande qualité, parce que vous avez une scène artistique exceptionnelle marocaine qui rayonne dans le monde. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez des galeries aussi, ici au Maroc, de très très grande qualité. Mais je voudrais aussi souligner cette scène foisonnante, exceptionnelle, qui fait qu'il y a aujourd'hui un marché avec des gens qui travaillent et qui y croient, et puis aussi des collectionneurs, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier, c'est Sa Majesté le Roi, qui est le premier collectionneur et qui a donné l'exemple. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes nombreux, les artistes, qui contribuent et qui ont des collectionneurs qui les suivent et qui achètent et qui développent un marché, comme vous dites. La Fondation a noué plusieurs partenariats avec des institutions et des musées, que ce soit en Afrique ou ailleurs, comme celui du Louvre à Paris. Alors, est-ce qu'on peut parler de diplomatie culturelle et surtout quel est son impact? L'impact de la diplomatie culturelle est essentiel. Je me rappelle très bien, au moment de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, qui disait la culture est essentielle et je dois toujours, avant tout déplacement, précéder mes déplacements par une manifestation culturelle afin d'être mieux accueilli et mieux connu. Je pense que la culture est une façon aussi de faire connaître le pays, de voir qu'il a un patrimoine, qu'il a une culture, un passé, et aussi un présent et un futur. On a une civilisation qui fait que, déjà par la nature elle-même que le bon Dieu nous a donnée, nous la partageons. Quand vous voyez que Delacroix était un des premiers ambassadeurs des couleurs du Maroc, un des premiers à avoir parlé du Maroc, un des premiers à avoir magnifié ses paysages, ses rois. C'est ça qui est extraordinaire. Vous, justement, qui avez beaucoup contribué un peu à la diplomatie parallèle, vous êtes connu par ça. Est-ce que, je veux dire, ce statut de président de la Fondation des musées facilite un peu les choses? Bien évidemment. Un titre officiel permet aux portes encore de s'ouvrir davantage. On est bientôt arrivé à notre gare terminus, la gare de Tanger, nous y approchons. Et on arrive justement à notre séquence, nous aussi, terminus. Nous vous proposons de piocher une des trois questions, soit gare A, soit en train, soit vitesse de croisière. Laquelle choisirez-vous? Ah, j'aime beaucoup la vitesse de croisière. D'abord, le musée des arts de l'islam de Fès va ouvrir bientôt. Ça va être un des plus beaux et un des plus grands musées au monde. Le musée du football. Bientôt, à partir du 1er février,
il ouvrira le week-end pour habituer les gens à venir. Donc ça, c'est déjà un acquis. Et en même temps, le travail a commencé sur le musée de l'archéologie et des sciences de la Terre, qui va être quelque chose d'extraordinaire. Figurez-vous que nous travaillons aussi sur ce musée exceptionnel, cette cité d'art d'Afrique, qui va venir aussi enrichir cette palette dont on parlait tout à l'heure et montrer combien le Maroc est la vraie porte de l'Afrique. Peut-être une autre question. Je vous en prie. Entre gare A et en train? En train. En train. Écoutez, déjà par la préservation des objets que nous avons, par leur restauration, par leur mise en valeur. Ce magnifique musée des Oudéas, le musée de la parure, extraordinaire, où vous avez des cafetans qui montrent que le cafetan au Maroc existe depuis des siècles et des siècles et des siècles, qu'il n'y a pas d'aujourd'hui, et que ce savoir-faire est là, et montrer aux jeunes générations cet héritage exceptionnel de la parure. On a parlé tout à l'heure du musée des arts de l'islam. C'est aussi fantastique, c'est aussi exceptionnel, car il y a des objets extraordinaires. C'est les arts de l'islam marocains en particulier, dans un espace, dans un palais exceptionnel qui a été restauré et qui va être une merveille, qui vient attirer, amener les Marocains et les étrangers à aller à Fès. On ne va pas vous épargner la troisième question terminus, qui est gare A et qui concerne le faux dans le marché de l'art. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'en ai parlé avec Simedi Ben Saïd, ministre de la Culture, et nous sommes en train de travailler en commun, main dans la main, pour essayer de couper l'herbe sous ces faussaires qui aussi grugent les gens qui achètent. Il y aura bientôt une belle surprise de la part, de notre part à tous, parce qu'il y a à la fois la gendarmerie, la police, la justice, la culture, la Fondation nationale des musées, qui sont mis tous ensemble, la douane, tous ensemble pour combattre ce fléau. C'est un fléau international, pas simplement marocain. Sirkot Bey, merci d'avoir bravé la distance pour partager ce trajet avec nous. Merci pour cette interview à la fois riche et révélatrice. Visiteurs du site de la Vie Éco, merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel épisode de l'Interview. Nouveau trajet, nouvel invité. À la prochaine.